Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sous le soleil d'Espagne et plus précisément à Sgaro où nous nous retrouvons à l'occasion du semi-marathon de Barcelone by Brooks, une édition qui vient tout juste d'entrer dans l'histoire en devenant le semi le plus rapide du monde grâce au record exceptionnel de Jacob Kiplimo. Et à cette occasion, nous avons la chance de plonger dans les coulisses de la team Brooks en immersion pendant leur stage de début de saison, le fameux kick-off. L'opportunité parfaite pour découvrir de l'intérieur le quotidien et la préparation d'une équipe professionnelle de course à pied. Et pour commencer cette émission en beauté, nous accueillons Benjamin Zacenti, team manager de la team Brooks. Salut Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de répondre à mes questions. Comment est-ce que ça va sous le ciel bleu espagnol ? Salut Guillaume, merci pour ton accueil, merci pour ton invitation et merci d'être avec nous parce que voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et c'est toujours un plaisir de faire vivre à quelques médias cet insight dans la team Brooks, dans la vie de Brooks. Donc tout va bien, il y a un beau soleil et j'espère, je croise les doigts que ça va durer toute la semaine. Bah écoute, c'est vrai que c'est une petite exclusivité parce que c'est assez rare que des journalistes comme ça peuvent intégrer un stage dans une équipe professionnelle parce que c'est aussi un moment de se retrouver un peu dans la bulle et du coup nos auditeurs ont beaucoup de chance et moi aussi on va pouvoir être un petit peu comme des petites souris, savoir ce qui se passe et c'est quand même assez cool. Alors Benjamin, on se demande souvent justement comment ça se passe dans les coulisses d'une team pro. Il y a plein de questions moi que je me pose, par exemple qui décide des courses, est-ce que c'est les athlètes? Est-ce que le sponsor a aussi son mot à dire? Comment est-ce qu'on gère la pression des résultats? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre un bon coureur et un grand champion? Parce que ça se joue aussi parfois dans la nuance. Et surtout, est-ce que dans un stage, est-ce que ça parle toujours d'entraînement 24 heures sur 24 ou est-ce qu'il y a des moments un petit peu plus de détente? Est-ce qu'il y a des soirées festives aussi? Alors j'ai la réponse parce que j'ai déjà eu un petit aperçu, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être aussi des auditeurs ou auditrices, des jeunes auditeurs et auditrices qui rêvent peut-être un jour d'intégrer une équipe professionnelle. Donc tu vas donner peut-être des petits conseils, des petits tips pour savoir comment ça se passe et comment est-ce qu'il faut faire pour se faire détecter par une grande écurie. Avant de répondre à toutes ces questions, j'aimerais quand même qu'on prenne un petit instant pour faire connaissance tous les deux. C'est vrai que quand la fonction de team manager, on imagine plein de choses derrière cette fonction-là, mais concrètement, quel est ton rôle chez Brooks ? Et concrètement, c'est plein de choses, effectivement. Non, on fait, y a énormément. C'est l'avantage de ce métier-là, c'est que c'est riche, très très riche. On fait beaucoup de choses différentes et j'ai la chance, autant d'être en contact avec les athlètes que de gérer leur logistique, que de réfléchir et mettre en place une stratégie autour des recrutements et des nouveaux athlètes sur lesquels on se fixe. Et voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de choses, mais je suis hyper content d'avoir cette polyvalence et de pouvoir autant avoir cette casquette d'être focus sur la performance avec les athlètes et puis cette casquette d'être focus sur le marketing avec Brooks. C'est vraiment un peu un milieu des deux, là où le marketing et la performance se rencontrent, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le sports marketing d'une manière générale, mais athlète manager un peu plus particulièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a la dimension sportive, évidemment, parce qu'on est des passionnés de course à pied, on va voir la performance, mais derrière ça, évidemment, les athlètes, les teams, les marques, elles veulent aussi derrière qu'il y a de l'impact sur les ventes, et donc il y a aussi une notion de marketing, de comment est-ce qu'on valorise à travers la performance les produits de la gamme Brooks ou de toute autre marque, et ça semble assez évident. Comment est-ce qu'on... Alors je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des gens qui veulent devenir athlète professionnel, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui veulent devenir team manager. Alors comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel était ton parcours un peu? Comment est-ce qu'on devient team manager d'une athlète? Est-ce que tu étais athlète toi aussi auparavant? Alors je pense que j'ai un parcours assez atypique quand même, mais pour le coup, alors j'ai toujours été extrêmement passionné de sport. J'ai une licence en entraînement sportif, donc rien à voir avec le commerce, le marketing et ainsi de suite, mais par contre je me suis toujours intéressé à ça. J'ai été d'abord en magasin à côté, en tant que vendeur quand j'étais étudiant, et puis petit à petit au fur et à mesure des connaissances, j'ai pu intégrer une marque, puis une autre marque, et puis finir chez Brooks. En tant que d'abord j'ai commencé le projet athlète en 2021 et puis là aujourd'hui c'est moi qui m'occupe vraiment de la partie athlète autant route que trail à l'Europe, donc voilà, pas mal, un petit parcours évolutif, mais effectivement je sais pas s'il y a une vraie recette secrète pour devenir athlète manager, hormis le mot numéro 1 qui pour moi est la passion. Je pense que ça c'est le truc le plus important quand on est athlète manager. Bon hyper intéressant. Alors moi j'ai pas mal de questions à te poser. Comment est-ce qu'on constitue une team? Comment est-ce que tu crées justement un peu cette osmose au sein d'une équipe? Et justement, quand tu cherches, toi, à intégrer de nouveaux talents dans l'équipe, qu'est-ce que tu vas privilégier? Est-ce que tu vas plutôt aller chercher des athlètes qui sont déjà
connus et reconnus, ou au contraire, peut-être un peu aussi la jeunesse des athlètes en devenir. Voilà, comment est-ce que tu gères un peu le recrutement? Sur quoi tu vas te baser? Alors ça fait partie de l'évolution de la stratégie aussi. Si on avait eu cette interview il y a quelques années, c'était vraiment uniquement le focus d'aller chercher des jeunes talents avec lesquels on peut construire et bâtir un avenir ensemble. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qui marche plutôt bien avec l'équipe Trail aujourd'hui. Et c'est vrai que les niveaux de maturité de nos deux équipes sont différents. L'équipe Trail, voilà, on va vraiment maintenant aujourd'hui chercher à avoir des athlètes encore plus forts pour briller sur les courses où on brille un petit peu moins aujourd'hui, parce que c'est encore le cas et on a encore envie d'aller plus loin, ça c'est clair et net. Mais pour la Team Route qui est nouvelle, de création sur 2025, là voilà, on est reparti d'une feuille blanche et on a été chercher des profils plutôt jeunes, plutôt méconnus du grand public, mais pareil avec lesquels je suis assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir bâtir quelque chose de beau et grand avec eux. Bah justement, tout à l'heure, on recevra deux jeunes futurs pépites, déjà, qui ont brillé là, pendant le semi-marathon de Barcelone. Et voilà, j'en dis pas plus, on garde un petit peu de mystère, mais restez bien avec nous jusqu'au bout parce que vous allez voilà, faire la connaissance de deux jeunes talents. Alors, évidemment, les chronos, la performance, c'est important, mais est-ce que tu regardes aussi autre chose quand tu choisis un athlète? Par exemple, l'état d'esprit, les valeurs. On parle aussi de plus en plus de l'impact des réseaux sociaux chez les athlètes. Ça joue, ça, dans ta décision? Bien sûr que ça joue, surtout la partie valeur et personnalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde parce que chez Brooks, depuis le début, ça c'est vraiment le cœur du projet. Oui, on est là pour faire de la performance. Oui, on est là pour être la team, une des teams les plus ambitieuses et une des teams les plus performantes. Ça, c'est une évidence. Mais à côté de ça, moi, j'ai vraiment envie qu'on ait des athlètes qui intègrent nos valeurs et qui soient partie prenante d'un projet et d'un projet qui soit aussi humain, en plus de juste avoir des athlètes à droite à gauche. C'est vraiment voilà, l'objectif de créer une vraie équipe, de créer une vraie cohésion de groupe. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je paye attention avant de signer quoi que ce soit, et c'est vraiment quelque chose que je m'assure dans les premiers contacts que je peux avoir avec un athlète. Ça, c'est un point hyper important. Et les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2025, les réseaux sociaux ont pris une place extrêmement importante. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Tu es entraîneur aussi, tu es aussi team manager. J'imagine que les athlètes t'en parlent aussi, que tu dois aussi en échanger. C'est quoi ton regard par rapport à cette nouvelle composante que sont les réseaux sociaux? C'est une composante qui est essentielle, donc ça c'est évident qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans, on ne peut pas s'en passer, et les athlètes particulièrement. Donc aujourd'hui on les pousse notamment à travers des petits workshops, des petits ateliers pour les aider à progresser, pour les aider à avoir quelques tips supplémentaires pour communiquer mieux, pour communiquer plus régulièrement, pour faire un petit peu de storytelling aussi autour de leur personnalité, autour de leurs courses, autour de leurs entraînements. Voilà, leur donner des petites bases qui doivent leur permettre d'améliorer leur communication et leur communauté. Voilà, parce que c'est une pièce majeure, une pièce essentielle aujourd'hui, ça c'est clair et net. Et puis aussi forcément en tant que marque, nous on veut être plus visible, plus crédible sur les produits qu'on vend et sur ce qu'on fait en termes de marketing. Et voilà, on a besoin de ça et de cette visibilité là. Donc on aide les athlètes, on pousse pas les athlètes, mais on aide les athlètes à être des meilleurs communicants. Après, j'imagine que là, en ce moment, on a une nouvelle génération d'athlètes par rapport à ceux d'avant. Est-ce que toi, tu as vu peut-être des évolutions aussi avant? Est-ce que les athlètes râlaient? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont à l'aise avec ces outils-là? Comment tu as vu les choses évoluer, toi? Beaucoup plus. C'est clair que je pense que, et c'est sans doute même c'est quand même une période que j'ai pas connue, parce que les réseaux, il y a 4 ans quand j'ai commencé à être dans ce job-là, les réseaux étaient quand même déjà bien intégrés. Alors je pense qu'on est encore à un virage supplémentaire là depuis 1 an, 2 ans, mais malgré tout, oui, on voit bien déjà entre la jeune génération et la plus vieille génération entre guillemets d'athlètes qu'il y a un vrai décalage sur l'appétence pour les réseaux, ça c'est clair et net. Alors justement, en parlant de détection, comment est-ce que tu repères les futurs talents? Est-ce que tu vas collaborer avec des entraîneurs, avec des agents? Est-ce que tu vas passer ton temps peut-être à scruter les résultats des différentes compétitions? On parlait de réseaux sociaux, mais est-ce que tu vas sur Strava aussi pour essayer de voir un petit peu s'il y a des pépites qui s'y cachent? Voilà, je sais que les team managers, souvent, j'en ai parlé avec quelques-uns, vous aimez bien Strava, hein, donc voilà, concrètement, comment est-ce que tu vas chercher, analyser, essayer de trouver les pépites? Quel outil tu vas utiliser? Alors je suis un gros geek de Strava, donc tu touches le 1000, clairement. J'adore Strava, je passe beaucoup de temps dessus, et c'est vrai que ça me permet de voir et de suivre un petit peu l'entraînement des athlètes ou l'entraînement de nouveaux athlètes qu'on cible. Ça c'est clair et net, parce que mine de rien, Strava est un outil incroyable pour savoir si l'athlète il n'est pas surentraîné, si justement il y a encore cette possibilité de le voir progresser, etc. Et encore plus quand on s'entoure de jeunes athlètes. Donc ça c'est un point qui est important. Et puis après, alors quand on se parle de trail, je vais passer énormément de temps sur
ITRA, sur UTMB Index. Alors lequel justement est le mieux entre ITRA et UTMB Index? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que ça fait débat. Hein. Joker. Ah non, il faut répondre. Attends, tu rigoles. Non, c'est tellement... Est-ce qu'il y en a un que tu fais plus confiance que d'autres? On va dire, voilà. Franchement, non. Aujourd'hui, il y a des défaillances entre guillemets sur les deux. Il y a des très bonnes cotes sur les deux, ainsi de suite. Donc vraiment, sur mes tableaux, quand je regarde un petit peu tous les athlètes et notamment les athlètes qu'on cible, je prête autant d'importance à l'un qu'à l'autre. D'accord. Et tu sais, un petit peu, pour faire un parallèle avec l'investissement, on parle de sociétés sous-développées, c'est-à-dire c'est des sociétés qui font un gros chiffre d'affaires et la valorisation, elle n'est pas forcément à la hauteur. Il y a aussi le film Le Stratège, je ne sais pas si tu avais vu, qui est super intéressant aussi avec Brad Pitt, justement, qui développe un peu cette idée-là. Et il y a cette idée aussi de se dire, voilà, est-ce que quand tu vas analyser les entraînements, tu vas te dire, tiens, j'ai l'impression que cet athlète, il a des beaux résultats, mais si finalement son entraînement, tu trouves qu'il est parfait, tu te dis, bah, il y a peut-être moins de levier de progression que si tu vois un athlète, tu te dis il s'entraîne un petit peu de manière intuitive, il n'est pas super bien encadré, il est encore dans son club, un petit club de région où il n'y a pas forcément les niveaux, et là tu te dis je vais plutôt miser sur lui parce que je pense que même si c'est pas forcément le meilleur sur le papier ou qu'il n'est pas encore au top du top, tu te dis il a une grosse marge de progression parce qu'on peut encore améliorer plein de trucs. Est-ce que ça c'est des choses que tu analyses aussi? Complètement, ça fait partie des analyses qu'on fait et auxquelles on prête attention. Alors je dis on parce qu'il y a aussi une team autour de ça. Moi je suis l'athlète manager, c'est moi qui suis en contact les athlètes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a des kinés référents avec lesquels on collabore tout au long de l'année pour les athlètes. Donc eux sont quand même un vrai soutien sur la partie conseil qu'ils peuvent m'apporter sur les nouveaux athlètes. Et on a aussi Nicolas Martin qui a été un athlète Brooks jusqu'à maintenant et qui a une nouvelle casquette de coordinateur sportif maintenant. Et pareil, Nico avec sa grande expérience et d'un grand soutien sur ce genre de choses. Parce que toi, tu n'interviens pas directement dans la gestion des plans d'entraînement. J'imagine que les athlètes ont leur entraîneur, et ça c'est aussi peut-être un petit peu des fois délicat parce que j'étais aussi entraîneur, donc j'imagine que des fois tu dois un petit peu regarder, suivre. Comment justement ça se passe, la cohésion justement entre l'athlète, son staff et toi et Brooks? Et ben c'est des choses sur lesquelles on évolue justement. On se structure nous en interne avec une vraie partie médicale. Donc on a parlé des kinés, on a parlé du coordinateur sportif, mais on a aussi un médecin qui va devenir un médecin référent pour l'équipe. Donc ça c'est aussi une des ambitions de notre côté, d'apporter le plus de services possible pour que les athlètes puissent être dans les meilleures dispositions possibles pour performer. Et puis à côté de ça, sur la partie coaching, c'est vrai que les coachs, les athlètes ont leur propre staff en termes de coaching, préparation physique, etc. On manquait un petit peu de lien avec tout ça, et l'idée justement de Nico sur cette partie coordination sportive, c'est d'avoir un lien et de faire un vrai triangle avec le coach, la partie médicale, Brooks, pour que on puisse se parler, exactement, se parler, s'aligner sur tout ça. Alors comment ça se passe aussi pour le choix des compétitions? Parce qu'il y a eu pas mal de débats, on l'a vu avec Jim Wemsley notamment et son partenaire, où les athlètes peuvent des fois avoir l'impression qu'on les oblige un peu à participer à des courses comme le circuit UTMB, mais voilà, il y en a d'autres. Vous justement, comment ça se passe? Est-ce que vous imposez certains choix de compétition? Est-ce que l'athlète est libre de faire un petit peu ce qu'il veut? Comment vous arbitrez ça? Alors on discute avec l'athlète, ça c'est le point le plus important, on discute et on ne veut pas du tout imposer quoi que ce soit à l'athlète, parce que moi je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est complètement contre-productif si on vient à pousser un athlète à aller faire telle course qu'il est déjà reculant sur la ligne de départ. Je ne suis pas convaincu du résultat à la fin, je pense qu'il y a quand même de grandes chances. Il y a des enjeux quand même, il y a des enjeux économiques, on ne va pas se mentir évidemment. C'est important pour une marque comme Brooks d'être visible à des compétitions comme l'UTMB, ce genre de choses. Ça l'est, mais on a des athlètes de niveau international, donc ils ont forcément envie de se frotter au niveau. Donc on est persuadé que les athlètes qu'on a dans l'équipe aujourd'hui, ils ont tout autant envie que nous d'être sur les UTMB Series, tout autant envie que nous d'être sur les Golden Trail Series, qui sont les deux circuits majeurs qu'on cible aujourd'hui. Et puis après on a aussi le championnat du monde qui reste un facteur important pour nous, dans le sens où on sait à quel point représenter sa nation est important pour un athlète. Donc voilà, on a vraiment ces trois piliers-là qui sont les plus importants pour nous, et on discute avec l'athlète pour être sûr de son calendrier et de tomber d'accord sur le calendrier, tout simplement. Alors, évidemment, Brooks est une marque aujourd'hui à travers ses athlètes qui étaient beaucoup présents dans le trail, mais aussi maintenant sur route, où vous avez intégré pas mal de nouveaux coureurs. Et justement, là, la particularité d'un stage un petit peu comme ici on a à Asgaro, c'est qu'il y a des profils très variés. Tu as des personnes qui font de la course de fond, de la course sur route, tu as aussi des trailers. Comment est-ce que tu fais pour que
tout ce petit monde travaille un petit peu ensemble parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Moi, j'ai trouvé ça assez surprenant justement et je trouve que c'est une force aussi, mais c'est de réunir un peu tout le monde. Là, tout le monde a fait le semi-marathon de Barcelone. Même les athlètes trail et les trailers sont venus faire sur la route. C'était assez sympa. C'est quoi le but justement de rassembler un peu tout le monde? Est-ce que c'est aussi une évolution du sport où les gens deviennent de plus en plus polyvalents? Toi, voilà, comment tu gères tout ça? Il y a plein d'objectifs. Le premier, c'est d'abord créer une cohésion de groupe ensemble, qu'il n'y ait pas les athlètes route d'un côté, les athlètes trail de l'autre. Ça, c'est le premier point et un point qui est déjà hyper important. Le deuxième point, c'est forcément la partie performance. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude jusqu'à maintenant, mais là, on a une trentaine d'athlètes trail qui sont allés se frotter sur le semi-marathon et en fait avec des performances exceptionnelles, avec des super performances, c'est incroyable, hein. et qui ont adoré ça et qui ont adoré le préparer aussi. Et moi je suis convaincu que cette base de vitesse là elle va leur apporter pour leur saison après, donc ça c'est un côté qui est hyper intéressant. Et puis les athlètes route, on est au début du projet, donc je suis persuadé que l'expérience de la team trail va leur être d'une grande aide pendant la semaine. Voilà, et puis après il a fallu trouver un endroit qui puisse accueillir et contenter autant un athlète trail qu'un athlète route. Donc trouver du plat, trouver de la route, trouver du trail. Ça a été un petit casse-tête, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal ici. Et est-ce que ça se mélange bien du coup? Est-ce que les routards restent avec les routards, les trailers avec les trailers ou pas du tout? Est-ce que tu veilles aussi à ce que ça se mélange? Le temps va faire son affaire par rapport à ça j'en suis sûr. Aujourd'hui on a un petit peu encore des liens qui vont devoir se créer, mais j'ai déjà vu des trucs qui sont hyper encourageants et je suis persuadé, en tout cas on est vraiment une équipe où on accueille très simplement les gens, très facilement les gens, donc je suis persuadé que tout le monde se sent hyper bien ici à Sagaro. Alors justement, l'un des enjeux d'un team manager souvent, c'est la cohésion, parce que ça reste des athlètes de haut niveau. Ça veut aussi dire des personnalités fortes, parfois même des égos, et c'est normal, il n'y a rien de péjoratif, mais un grand champion, c'est aussi quelqu'un qui a forcément de l'ego, en tout cas dans le sens noble du terme, hein, évidemment. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait justement pour que tout reste équilibré, pour qu'il n'y ait pas aussi un peu trop de compétition en fonction des séances, parce que voilà, tout le monde veut aussi un petit peu s'impressionner. Comment tu gères ça? Parce que c'est quand même une réalité. Alors, tu vas peut-être me dire que tout se passe bien, mais je connais un petit peu le monde du haut niveau. Des fois, il y a toujours un petit peu... c'est des gens qui sont des compétiteurs, donc ce serait même inquiétant que ce serait l'inverse. Voilà, comment on gère aussi pour pas que ça devienne n'importe quoi? Alors sincèrement, je sais pas si c'est de la langue de bois ou pas ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de compétition, notamment l'entraînement. J'ai l'impression que tout le monde a quand même ce truc-là de se dire ok, je suis à l'entraînement, mais peut-être que dans l'inconscient de certains, il y a à se dire j'ai le copain qui est derrière là, aujourd'hui je le mets derrière, d'habitude il est devant moi, ça doit lui faire plaisir. Donc je pense qu'il doit quand même y avoir ce petit truc là, cette petite compétition, parce que comme tu le dis, l'athlète de haut niveau il a forcément un petit ego, il a forcément cet esprit de compétition, donc c'est un peu instinctif, c'est quelque chose pour moi qui reste, mais en tout cas ça transpire pas trop pendant les séances et ça reste quand même relativement bon enfant, et ça c'est plutôt cool. J'imagine. Alors, comment est-ce que justement vous accompagnez Brooks aujourd'hui? Comment vous arrivez à convaincre aussi des nouveaux athlètes de vous rejoindre? Parce qu'il y a aussi énormément de compétition. Il y a plein de marques aujourd'hui. On est passé de 3-4 marques présentes sur trail aujourd'hui à une multitude, avec d'autres marques qui ont beaucoup de moyens aussi et qui n'hésitent pas. Voilà, on a vu que les contrats, notamment sur le trail, sur la route, ont explosé là, ces dernières années. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à tout ça? Est-ce que vous acceptez un peu ce système d'enchères? Est-ce que vous essayez de proposer autre chose? Voilà, comment tu arrives à convaincre les athlètes de vous rejoindre? Eh ben c'est une question qui est très intéressante et encore plus intéressante cette année. Alors sur la partie route, c'est un peu différent, comme le projet est petit, les athlètes ne sont pas encore forcément énormément sollicités. Mais par contre sur le trail, là, cet hiver, ça a été hyper intéressant de voir à quel point c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compétitif et à quel point ça se structure aussi. Jusqu'à maintenant, on parlait avec l'athlète en direct. Maintenant, il y a énormément d'athlètes qui sont structurés, qui ont des agents. Ça change quelque chose, ça, quand même? Est-ce que c'est pas des fois aussi un peu, ça freine un petit peu, ça c'est... Complètement, ouais. ça fait un peu monter les enchères, ça joue un petit peu plus la montre, ça connaît un petit peu plus les méthodes de négociation en fait, tout simplement. Donc forcément ça rend les choses un peu plus difficiles, mais aussi vraiment plus intéressantes. Et ça je trouve que c'est plutôt bien, et je suis persuadé d'une chose, c'est que à terme ça va finir par tirer le sport vers le haut. Ça c'est quand même plutôt cool. Toi tu vois ça de manière plutôt positive, cette augmentation de valeur? Est-ce que tu penses au contraire que c'est une bulle, que c'est pareil ton regard sur ça?
pour le moment, j'ai un peu peur de la bulle. Si je suis hyper transparent, j'ai un peu peur qu'on soit quelque chose là qui est en train d'exploser et dans 3 ans, les marques elles se disent non, mais en fait, là, je suis incapable de surinvestir. Et ça, c'est vraiment, vraiment une crainte que j'ai. Je croise les doigts parce qu'aujourd'hui, on a 45 athlètes qui sont ici. Et demain, si on doit vraiment faire la surenchère, peut-être qu'on pourra en avoir beaucoup moins parce que les budgets ne sont pas non plus méga extensibles. Et notamment, quid des athlètes qui sont juste en dessous des top athlètes, quid de ces gens-là dans le futur s'ils sont capables de continuer d'avoir des contrats, etc. Nous, on veut vraiment continuer de pousser dans ce sens-là, mais c'est sûr que la réalité des choses et ce qu'on a vu cet hiver pendant le mercato, ça va quand même dans un sens totalement différent. Après, l'un des risques, c'est qu'il y a une espèce de libéralisation du sport dans le sens où ça va être une minorité des athlètes qui vont capter le plus de valeur, ce qu'on a pu voir sur triathlon notamment, où finalement c'est le top mondial qui va attirer toute la valeur, donc les contrats vont exploser sur les top mondiales. Et les marques, pour essayer de financer ça, vont justement sponsoriser moins d'athlètes pour mettre plus de budget sur 1 ou 2 athlètes versus 5-6. Et ça, du coup, ça peut aussi créer de la précarité. D'ailleurs, on aura bientôt un reportage de DLTDC Investigation, justement, où Cléo et Émilie ont un petit peu enquêté justement sur les coulisses du sponsoring et sur les dangers. Donc, je tease un petit peu, mais un épisode qui sera à retrouver début mars sur nos antennes. Alors, Benjamin, on va recevoir là dans quelques instants Pierre et Horia, qui sont 2 athlètes de ta team. Mais avant ça, vu que tu es aussi un observateur, vu que tu es aussi quelqu'un qui analyse la performance, est-ce qu'aujourd'hui, sur route et sur trail, en France, peu importe la team, là c'est de passionné à passionné, on va mettre de côté les étiquettes. Est-ce qu'il y a un athlète aujourd'hui sur qui tu mises, quelqu'un qui t'impressionne, quelqu'un aujourd'hui que tu penses en France qui est au-dessus du lot et qui a la possibilité de briller dans les grands championnats internationaux sur trail et sur route? Si je te demande de me citer 2 noms, qui tu me dis, tu me dirais qui? Alors, elle est assez super intéressante question, mais j'ai une réponse assez claire là-dessus. Moi, j'ai un profil qui m'interpelle particulièrement en trail, c'est Louison Coiffé. Je suis persuadé que Louison, dans les années à venir, c'est quelqu'un qui va devenir une des grandes pépites du trail, ça c'est clair et net. Et puis sur route, quand même relativement impressionné par Étienne Daguinos, ce qu'il a été capable de faire il y a quelques mois à Valence sur son record d'Europe. Qu'il a perdu depuis. mais en tout cas, voilà, c'est vraiment 2 athlètes que je trouve particulièrement intéressants. J'ai pas cité volontairement des gens de l'équipe, même si je sais qu'on a quand même quelques belles pépites dans l'équipe aussi. Oui, l'idée c'est aussi de prendre un petit peu de hauteur. Mais écoute, moi je fais un petit pari, je mise. Alors chez les féminines, je vais donner une féminine parce que comme ça nous permettra aussi d'avoir un son. Mais une athlète comme Lily Deck, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'elle, qui arrive à ses pans, des profils un peu comme ça, qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont assez atypiques aussi, très instinctifs dans leur manière de courir. Il y a du beau monde, franchement en France sur trail il y a du beau monde. Ouais, clairement sur trail, sur route on a un vivier qui est incroyable, et puis là j'ai l'impression que tout le monde se passionne de plus en plus pour le running, donc on voit les records ils font que tomber, donc je suis persuadé qu'on est à l'aube de quelque chose de très cool, et ça c'est pareil, c'est plutôt passionnant pour les années qui vont venir, et le job que je fais aujourd'hui. Je pense qu'on a des belles années devant nous, ça, c'est que ce soit sur course sur route, que ce soit en Golden Trail Series ou en ultra, à mon avis on a encore de pas mal d'émotions à vivre. Écoute Benjamin, tu vas rester avec nous, merci pour ces coulisses passionnantes justement sur la fonction de la team. Je vous propose maintenant d'accueillir Pierre Galbourdin et Horia Liassi. Benjamin, tiens, on va jouer à un petit jeu. Si tu devais décrire en quelques mots, avant qu'ils se présentent évidemment, Pierre et Horia, qu'est-ce que tu peux nous dire justement? Qu'est-ce qui t'a plu chez eux? Pourquoi est-ce que tu les as recrutés? Et ça serait un peu sympa de fonctionner comme ça. Et puis c'est le moment aussi si tu veux faire passer des messages. Si ça court pas assez vite à l'entraînement, tu peux y aller aussi. Non, alors tous les deux, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'ils s'entraînent très bien et qu'ils font les choses très bien, ça c'est évident. On va commencer par les filles quand même, par Horia. Horia, on en parlait un petit peu tout à l'heure pendant l'interview, je m'attache vraiment aussi aux personnalités de chacun et de chacune. Et c'est vrai qu'Horia, ça a matché plutôt très vite sur le côté énergique, pétillante, et ça c'est quand même quelque chose qui me plaît bien et avec qui je suis persuadé que ça fit parfaitement dans la team, donc ça c'est vraiment le côté cool chez Horia. Et puis Pierrot, on est plus sur quelqu'un de méga sérieux, de méga impliqué dans son entraînement et dans son quotidien, d'athlète de haut niveau, et voilà, ça aussi c'est quelque chose, c'est une vraie qualité pour moi d'un athlète de haut niveau, donc pour ces raisons-là, ils sont autour de la table aujourd'hui. Bon super, en tout cas on va apprendre à faire un petit peu plus connaissance avec vous deux, Pierre et Horia. Avant ça, vous avez participé au semi-marathon de Barcelone by Brooks, où vous avez tous les deux battu vos records, donc félicitations, bravo. On a vu aussi un record du
du monde tombé avec un chrono assez impressionnant, je crois 56-43. C'est incroyable quand même, la vitesse en ce moment, les chronos qui fusent. Toi, Pierre, tu as fait 63 minutes, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc ton record personnel. Comment est-ce que vous avez trouvé le parcours déjà? Est-ce que j'ai l'impression que le semi de Barcelone, ça va devenir un petit peu ce que Valence est au marathon, ça va devenir un petit peu un marathon de la performance, en tout cas pour nous les Français. Voilà, que vos retours un petit peu, s'il y a des auditeurs qui envisagent de le faire, est-ce que c'est un marathon que vous recommandez? Ouais, carrément. Parcours assez rapide. Il y a une petite montée entre le deuxième et le cinquième, donc quand t'es frais, c'est parfait. Ouais. Après, ça descend entre le 5 et le 10e, donc ça permet, on va dire, de récupérer. La fin est vraiment plate. Donc non, cadre idyllique, très belle cité. Facile aussi à aller en avion si tu viens de loin en Europe, donc je recommande à 1000%. Ouais. Et Auria, toi, l'ambiance, comment t'as trouvé dans la capitale catalane? Justement, c'était ça aussi un point, je pense, qui fait la différence, en tout cas pour moi coureuse, c'est d'être porté par le public, il y a tout le temps quelqu'un sur la course, les encouragements, ça pousse en fait, donc ça c'est aussi un point que je trouve important aussi et qui permet mine de rien de faire une performance. Ouais, j'imagine. Il faut de la densité, il faut un parcours aussi. Parce que des fois, il y a même des parcours très plats. Si tu n'as pas la densité, ça ne suffit pas à faire des records. Tu vois, le semi-Paris, qui n'est pas forcément un marathon, un semi-marathon très roulant, qui ne l'est même pas vraiment. Mais il y a beaucoup de performances. Pourquoi? Parce que tu as de la densité, tu as de l'ambiance. Et tout ça, ça joue vraiment beaucoup. Ce n'est pas que un parcours le plus plat possible. C'est tous ces critères qu'il faut aussi prendre en compte. Alors, c'est assez particulier parce que tous les deux, vous êtes plutôt des spécialistes. En tout cas, vous êtes plutôt spécialisés sur le trail. Même si je sais que vous avez un passé un petit peu de coureur sur route, de piste, de cross. Mais concrètement, Pierre, tu viens chercher quoi? À aller sur route aujourd'hui, à travailler un peu ta vitesse, toi qui es plutôt un spécialiste du trail court. C'est quoi l'objectif pour un trailer de venir à Barcelone faire le semi? Ouais, enfin il y a plein d'avantages. Premièrement, c'est cool de mettre un dossard en hiver parce que mine de rien, entre octobre et avril-mai, on n'a pas grand-chose en trail si tu fais pas les trucs on va dire un peu moins connus entre guillemets. Donc mettre un dossard, aussi en profiter pour faire un bon cycle pour développer la vitesse, comme tu disais, c'est des choses que nous on aime, je pense, avec Auria, de faire des belles séances, en profiter un petit peu. Et puis en hiver, tu peux pas non plus aller à 2500, 3000 mètres en cavalant. Du coup, ça nous permet vraiment de faire un axe hiver combiné avec la météo et d'en profiter au maximum pour aller profiter et développer certaines qualités qui nous seront utiles tout le reste de l'année. Et c'est pas compliqué comme ça de passer d'un terrain à un autre, des fois aller un peu plus sur le plat. Est-ce qu'on perd pas ses qualités aussi de grimpeur? Est-ce que est-ce que c'est facile de jongler un peu d'une discipline à une autre? Ouais, alors je pense que l'aspect technique, ça va quand même manquer, qu'il faudra quelques séances en descente notamment, tout ce qui est casse excentrique, etc., forcément. Mais en quelques semaines, ça revient. Et après, pour l'aspect un peu plus dénivelé et monté, je fais pas mal de ski de rando. Donc j'ai quand même du dénivelé avec le ski. Je sais pas comment Auria fait, elle pourra s'exprimer là-dessus, mais on arrive à combiner quand même. C'était pas une prépa 100% route. Il y avait aussi dans un petit coin de ma tête, on prépare la saison trail. Et on a un petit bonus à côté à chercher un chrono sympa pendant l'hiver. Alors Auria, toi tu as un profil assez atypique puisque tu viens du monde de l'athlétisme mais tu viens des épreuves combinées. Donc c'est assez l'heptathlon, je crois, c'est ça que tu faisais. Exact. Ensuite tu es parti un peu sur triathlon, assez drôle. Ensuite un peu d'athlé et tout. Et puis maintenant le trail. Tu touches un petit peu à tout. Aujourd'hui, comment tu te définis? Est-ce que tu es une traileuse? Est-ce que tu es une coureuse sur route? Une triathlète? T'es vraiment t'es atypique quoi. Je pense que je suis quelqu'un qui aime le sport et qui aime surtout courir, que ce soit en montagne, sur route. Et c'est vrai que je suis passionnée d'athlète depuis petite et je continue encore de suivre les meetings d'athlètes, que ce soit les disciplines techniques. Et je pense que c'est la beauté de ce sport aussi, la richesse des rencontres qu'on fait. Et c'est ça que j'aime autant dans le trail que même sur la route. Et après, en termes purement de performance, j'adore courir vite et j'adore courir longtemps et en montagne. Donc c'est dur de se définir, mais je pense que je me définis comme quelqu'un de surtout passionné et qui aime ce que je fais. Et pas forcément avoir envie d'avoir des étiquettes, mais ça c'est vrai, Benjamin, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup, qu'on constatait déjà chez les coureurs amateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se définissent plus vraiment comme trailers, comme coureurs sur route, c'est avant tout des coureurs à pied. J'ai l'impression qu'ils sont bons dans tous les domaines, quoi. Même sur triathlon, tu vois Cassandre Beaugrand, elle vient de taper le record de France sur route de 5 km. Donc on se rend compte que les gens aujourd'hui, ils ont une polyvalence que n'avaient pas, on a plus ou moins le même âge, les athlètes de notre génération-là qui étaient très spécialisés. Aujourd'hui, des profils comme Auria, des profils comme Pierre qui sont capables d'être très rapides sur route, qui excellent aussi en montagne et qui peuvent passer d'une discipline à une autre. Est-ce que c'est pas aussi une nouvelle tendance qui va est-ce que c'est pas les athlètes de demain finalement
des coureurs hyper hybrides. Bien sûr, c'est le mot hybride, c'est ce que j'allais te dire. Donc tu l'as dit avant moi, c'est très bien. Je pense que on a une génération d'athlètes qui vont avoir cette capacité d'être de plus en plus polyvalents. Dans l'équipe aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont là-dedans. Il n'y a qu'à voir les perfs qui ont été faites hier. C'est juste énorme de voir des trailers qui sont capables d'aller si vite sur route. Et je suis persuadé que quelqu'un sur route, là, il vient dans les années à venir en trail, ça fera mal aussi. Ça, c'est clair et net. Ouais. Donc, J'ai l'impression quand même que la transition trail vers la route est quand même plus simple que route vers le trail. Forcément, parce qu'il y a cette dimension technique qu'on n'a pas quand on fait trail vers trail to route. Donc oui, forcément, c'est un peu facile dans ce sens-là, mais le moteur, il est là quand même. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire malgré tout. Alors Auria, toi, tu es suissesse, tu viens de la Suisse. Alors j'en profite d'ailleurs parce qu'on est beaucoup écouté en Suisse. Donc voilà, je salue nos auditeurs et auditrices de Suisse. Et tu viens plutôt de la montagne aussi, un peu de la campagne suisse, mais en tout cas, je crois, de la Suisse alpine. Tu es très attaché aussi à la nature, à la montagne. Toi, quel lien, justement, tu entretiens un petit peu avec ton environnement? Est-ce que tu es resté aussi en Suisse du côté de chez toi? C'est quoi le lien que tu as justement avec la montagne, avec l'environnement, avec tout ça? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui, comme toi, tu disais, Pierre, qui va faire du ski alpinisme l'hiver. Moi, j'ai pas eu l'habitude d'en faire, j'en ai même jamais fait. Mais c'est vrai que mes parents ils m'amenaient skier quand j'étais petite, et puis j'ai toujours grandi entourée de montagnes, et puis ouais, on allait faire des balades avec mes parents et tout ça. Et étonnamment, quand j'étais petite, j'aimais pas trop la marche en montagne, mais c'est vrai que ça m'est familier, et puis je pense que c'est un endroit où j'aime aussi être dans la nature, être dehors, et puis ça m'apaise et ça me ressource. Donc, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui. Et justement, Pierre, toi, la particularité, c'est que tu as fait le choix d'aller faire tes études, je crois, du côté des États-Unis, en Amérique, où tu as fait plutôt de la piste et du cross-country. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans ta carrière de trailer, c'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup? Quel regard tu portes aussi sur ton expérience américaine? Parce que c'est aussi une expérience assez stressante, où il y a une vraie pression de résultat, parce que finalement... tu payes pas tes études, mais tu as aussi un peu une obligation de résultat, sinon ça peut devenir un petit peu compliqué pour toi. On sait que c'est un peu ce qu'on dit souvent, c'est la boîte d'œufs. Ça veut dire que les Américains, ils mettent 6 œufs, ils la balancent contre un mur et ils voient les 2 qui restent. Mais il y en a qui se blessent, il y en a pour qui c'est compliqué. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là? Est-ce que c'est vraiment un peu, je ne vais pas dire marche ou crève, mais c'est vraiment, il y a une différence qui doit être faite. Comment tu as vécu un peu tout ça, toi? Ouais, je pense que la philosophie est différente, qu'on est sur plutôt du gros volume, etc. Et que forcément, il y a des blessures. Ça prend du temps. Quand tu as 20 ans, c'est surtout que tu es jeune, tu as entre 18 et 22, 23 ans là-bas. Donc forcément, il y a un petit peu de casse. Mais je pense que ce n'est pas non plus une pression de résultat, parce que tu as quand même eu un contrat qui est signé sur plusieurs années. Donc ce n'est pas l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Si tu ne cours pas bien cette semaine, c'est fini. Mais c'est sûr que tu as une équipe, tu as envie de faire partie de l'équipe. C'est le top 5 par exemple en cross qui va au championnat et qui compte. Si tu n'es pas dans le top 5, ça ne compte pas pour l'équipe. Si tu es 8e, tu ne cours pas. Donc il y a forcément un peu cette rivalité, mais c'est le sport de haut niveau, et je pense que c'est aussi ce qu'il faut. S'il n'y a pas de moteur derrière et que tu n'as pas quelqu'un qui vient te botter le cul un petit peu, tu as vite fait de te reposer sur tes lauriers, donc c'est aussi important. Et quand tu étais aux États-Unis, est-ce que tu es déjà intéressé par le trail? Est-ce que tu as pu constater un peu quel rapport ils ont, les Américains, là où tu étais, avec la culture trail? Est-ce que c'est des choses qui leur parlent, ou c'est encore quand même plutôt un sujet européen? Ouais, absolument pas. Alors moi, j'étais pas dans le milieu, donc je sais qu'il y en a plein. Alors j'étais sur la côte est, et c'est pas là la terre du trail, on va dire, sud-est. Mais je sais qu'il y en a plein qui suivent, et du coup en fait, j'avais même pas les noms. Je connaissais les Kilian et compagnie, mais celui qui faisait 5e à l'UTNB, j'étais incapable de le nommer. Donc je suis Alors pas le bon exemple. Qu'est-ce qui t'a attiré justement? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette discipline-là? Pourquoi tu as décidé de faire le switch un peu vers le trail running? Ouais, en fait, ma copine en faisait, et je suis quelqu'un qui aime bien faire ce que les gens avec qui je suis proche font. Donc j'ai des potes qui faisaient du triathlon, j'ai fait du triathlon, c'est assez... je suis un peu comme Auria, j'aime le sport en général et être dehors. Elle me parlait beaucoup des trailers en disant c'est incroyable ce qu'ils font. Et en fait, quand tu es sur la route, et je pense que... j'ai pas honte de le dire, c'est vrai que les routards, je pense, regardent mal les trailers, c'est pas des coureurs, et c'est aussi intéressant qu'aujourd'hui on voit Auria qui fait des minima pour les championnats d'Europe, qui fait du trail, tu te dis ok, ça court quand même en fait. Ou Blandine Lirondelle qui fait 3e au championnat de France de cross il y a 2 ans. Il y a quand même quelques références. C'est vrai que ça, déjà là, ça avait marqué, on s'est dit waouh, ok, il y a un truc qui s'est passé sur trail. Ouais. Et du coup, elle m'en parlait pas mal, et je voulais voir un peu, aussi pour lui montrer, parce qu'on a quand même touché notre petit ego, pour lui dire écoute, moi je peux peut-être le faire. Et j'ai grandi dans les montagnes, donc dans les Vosges, donc j'ai toujours grandi en montagne, et la route c'était vraiment
la contrainte un peu quotidienne de, en fait, je peux pas faire du dénivelé parce que quand tu as 20 bornes à faire, si tu fais avec 1000 de D+, ou 0, c'est pas la même durée. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me libérer, en fait, d'aller voir, tu vois le sommet après, tu vas voir là, tu vas voir les bouquetins, tu vas voir ci, ça. C'est vraiment beaucoup plus naturel à faire. Alors toi, Auria, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est quand même, à la base, tu viens de la piste, tu as fait du triathlon, donc on est quand même sur des disciplines assez plats. Pourtant, quand on regarde un petit peu, moi je t'ai vu à Cerzinal courir, c'est vrai que tu as quand même une certaine technicité assez impressionnante sur la descente, et on sait que c'est dur, ça, pour les coureurs à pied qui viennent plutôt de la route ou qui viennent de l'athlé, c'est très dur parce que la descente, on va dire, si t'as pas fait ça petit ou pendant des années, c'est compliqué en quelques temps de vraiment bien appréhender ça. Et toi, j'ai l'impression que tu as tout de suite pris tes marques. Comment t'as fait ? C'est quoi ton secret ? Comment t'arrives comme ça à être aussi à l'aise en descente alors que tu viens de la piste quoi, et des sports combinés ? C'est quand même impressionnant. C'est drôle que tu trouves que je suis super à l'aise en descente parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le pire moment dans une course de trail, en fait, la descente, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en montée, alors je peux aller à un moment, puis à la descente, c'est vrai que j'arrive des fois au sommet de la pente et je me dis waouh, quand j'ai fait la reconnaissance du parcours de la finale des Golden Trails à Locarno, je suis arrivée au sommet de la descente qu'ils nous ont enlevé finalement parce qu'il faisait super mauvais, mais je me suis mise à pleurer et j'ai appelé mon coach, je lui ai dit mais moi je peux pas descendre là, franchement j'avais peur. Et du coup c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un moment après dans la course où t'éteins ton cerveau et en fait tu te dis mais maintenant je donne tout ce que j'ai et puis je veux pas avoir de regrets et j'y vais. Et après ça vient naturellement et... Ça, c'est vrai que j'en parlais avec Mathieu Blanchard qui me disait en fait à l'entraînement, on fait gaffe un peu où est-ce qu'on met les pieds et tout, mais dès qu'on est en compétition, en fait, on n'a plus du tout cette appréhension-là. Et alors, je sais que débrancher le cerveau, il n'y a pas tout le monde qui aime parce que souvent il y a des exercices de proprioception et justement le cerveau il est plutôt en mode automatique et au contraire il n'est pas du tout débranché, il est à plein régime. Mais c'est vrai que cette impression-là de plus conscientiser. Mais c'est vrai que tu me confirmes ça en compétition, finalement, on n'a pas la même approche que en entraînement, quoi. Oui, exact. Et puis c'est vrai que même sur les premières courses que je faisais, je disais à mon coach que j'étais pas super à l'aise en descente et c'est sûr qu'on avait remarqué que j'avais un peu plus de difficultés. Pourtant à Cerzinal, ça allait, ça descendait bien quand même, hein. Oui, tu vois, à Cerzinal, quand tu arrives au Weisshorn, c'est quand même super roulant. C'est vrai qu'il y a la dernière petite descente où là c'est un peu plus mais justement les descentes rapides, c'est ça qui fait peur, quoi. Parce qu'il faut c'est là où tu dois y aller, tu dois courir vite en fait, tu n'as pas le choix et donc ça doit aller très vite, en même temps ça descend. Tu vois, les descentes qui sont très techniques, finalement tu peux y aller un peu plus, pas tranquillou, mais voilà quoi. C'est peut-être pour ça où j'ai le plus de peine, c'est peut-être les descentes techniques parce que justement tu dois y aller plus tranquille, tu vois. Tandis que là, tu peux, par exemple, depuis quand tu es au Weissand, tu peux vraiment, comme je disais, le dernier bout là, tu peux vraiment y aller et puis c'est pas technique, tu peux courir. Et là, j'ai confiance au travail aussi qu'on fait parce que c'est tous des petits exercices aussi en amont qu'on a fait qui m'ont donné confiance. Mon coach il m'explique, il me dit ok on fait ça parce que ça va t'aider pour la descente et du coup moi j'ai confiance, alors je sais que j'arrive après puis que je suis capable d'y aller et d'aller vite, mais après c'est vrai que quand j'arrive dans la partie technique en soi là on peut pas tellement travailler à part d'aller sur le terrain et de pratiquer, tu peux pas tellement l'entraîner, tandis que dans les descentes où c'est roulant là je sais que de par ce qu'il m'a expliqué le coach, je peux y aller en étant confiante et j'arrive à switcher et puis me dire ok vas-y fonce et puis voilà. T'as encore des belles marges de progression. Et toi Pierre, quelles ont été les plus grandes difficultés justement pour te familiariser avec cet nouvel environnement de trail, cette montagne, même si tu es originaire du coin, donc de la montagne, en tout cas ça a dû être un peu plus simple, mais concrètement, les plus gros challenges, quels ont été ? Ouais, musculairement, déjà la descente, après certaines courses, entre par exemple les 2 Golden aux États-Unis l'année dernière, j'ai pas pu courir pendant 5 jours, donc tu fais ton footing la veille de la deuxième course, tu te dis ça se trouve demain je serai pas bon, mais au final ça tient. Et aussi dans les pentes vraiment raides en fait, tout ce qui se rapproche plus ou moins de la route, du 10-15%, t'en fais en footing toute l'année mine de rien, mais les murs à 30-40%, elle parlait des finales Golden tout à l'heure, on a eu un mur pour finir, mais tu pouvais mettre les mains pour monter en fait. Et dans ce genre de pente, musculairement, j'ai des petites cuisses, j'ai des petits mollets et finalement, j'ai pas assez de force pour encore pousser. Et c'est vraiment cet aspect musculaire, quoi. Et toi, Benjamin, donc on est face à 2 profils quand même très orientés vitesse. On l'a vu, une 11 pour Auria, une 63 minutes sur semi pour c'est quand même des coureurs très rapides. Est-ce que tu penses que justement ces qualités de vitesse, elles sont de plus en plus importantes sur trail, notamment sur le circuit Golden où on voit que ça va hyper vite, même
même sur ultra, j'ai envie de dire. Ça, Ouais, ça- c'est ça- c'est même ce que sur j'allais ultra, c'est ce que ça va j'allais encore dire. très très vite. Quand on voit Vincent Bouillard, ce qu'il est capable de faire, la vitesse à laquelle Ouais. il va là sur les crosses cet hiver, je pense qu'aujourd'hui, un trailer complet, c'est un trailer qui va vite aussi, donc c'est évident. Et dans les années à venir, Ça fait sera débat, ça encore. pire. Ça fait débat. Il y a encore des gens qui te disent que la vitesse. Bon, on va pas rouvrir ce dossier-là, on l'a déjà beaucoup traité, mais toi, tu penses que c'est quand même un élément qui va. Bon, c'est toujours celui qui arrive en premier. Mm. Voilà, à partir du moment où c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée en premier. Si tu es très bon en montée, si tu es très bon en descente, et en plus, à un moment donné, tu peux pas être. Je pense que de faire vraiment la différence. Au moment, tout le monde est bon en montée. Sur la descente, c'est vrai que. Et encore, quand tu vois aujourd'hui en descente sur Ultra, tout le monde est très bon. Donc finalement, le plat, ça reste le juge de paix, quoi. Complètement, ça c'est évident. Et puis voilà, pour moi, je pense qu'au plus tu as une base qui est solide sur cette vitesse-là, au plus tu es capable de la tenir longtemps, au plus tu es économe dans ta foulée, au plus tu es capable d'aller loin. Et je pense que c'est un cercle vertueux de la performance en course à pied. Donc ouais, je suis clairement convaincu de ce truc-là, même s'il y a toujours des exceptions. La vie est faite d'exceptions. Donc je pense que c'est le cas, il y a des exceptions, mais la généralité, c'est quand même de se dire qu'un athlète complet, c'est un athlète qui va vite. Un trailer complet, c'est un athlète qui va vite Et aussi. puis on voit aussi la popularité des trails, bon, on parle de la Western States, mais des trails un peu plus rapides, où les organisateurs ils aiment bien aussi mettre des parcelles un peu plus roulantes. On le voit que c'est quelque chose qui commence à exister, à se voir de plus en plus pour le côté aussi un peu spectaculaire. Donc forcément ça va changer aussi un petit peu. Toi Auria, du coup, Pierre le disait tout à l'heure, tu as pris les qualifications pour les championnats, tu as fait les minima sur semi. Est-ce que tu te vois justement te spécialiser, ou tu as envie justement de conserver un peu ce côté un peu hybride, ce côté un peu polyvalent? Comment tu vois la suite de ta saison? Bah, c'est sûr que là, j'avais l'objectif, c'était de faire ces minima sur le 10 km et sur le semi. Et bah, après, c'est vrai que j'ai envie de me concentrer, en tout cas là pour ce début de saison, pour faire ces minima, pour du coup aller courir aux Europes et puis faire le mieux possible. Après, c'est vrai que j'ai pu voir aussi l'année passée que de faire au final une saison de trail dans l'été, ça m'avait pas du tout porté préjudice pour les courses finalement sur route, parce que j'ai fait la course de Mora-Fribourg où j'avais pas fait de préparation vraiment spécifique et je fais 3 minutes de mieux que l'année d'avant. Donc justement, je me dis, ouais, en fait, c'est pas non plus incompatible, et c'est pour ça que je vais quand même faire encore je me suis inscrite là 3 courses des Golden cet été pour garder ce Tu côté-là. seras sur quelle quand même. course au Golden? J'ai choisi Noli. Zegama? Non, c'est quand même long, c'est un peu long quand même. Oui, c'est vrai. Oui, enfin bon, on t'a vu sur le marathon du Mont Blanc, donc toi aussi. Bon, pour vous deux, je crois que c'est pas très, Oui. très bien passé. Ouais, Mais bon, faut pas rester sur une mauvaise impression. Non, on garde pour plus tard, tard. Je vais rester sur les courses, donc comme je disais, en Autriche, et puis Sardinal, bien sûr, qui est ma course de cœur et où j'ai À beaucoup domicile, tu as fait première Suissesse, évidemment, où c'est important pour toi d'y être, j'imagine. Exactement, et j'ai toujours, c'est vrai que mine de rien, un de mes rêves, ce serait un jour de faire un podium et même gagner Sardinal un jour, mais... Vu comment tu progresses, c'est pas impossible, c'était tout ce que je te souhaite. Je pense que c'est dans la mesure du possible. Alors Pierre, toi qui as connu un peu les deux entraînements, donc l'entraînement plutôt cross, piste, et maintenant l'entraînement sur très court, quelle différence tu notes dans justement la gestion de la charge, des volumes, de l'intensité? Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement concrètement? Ça serait intéressant d'avoir ton regard par rapport à ça, sur les différences et les points communs peut-être aussi de la préparation de ces deux disciplines. Ouais, je pense en vrai, on fait souvent l'amalgame et essayer de chercher c'est quoi les différences, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça reste courir, ça reste essayer d'aller le plus vite possible, et pour moi c'est assez similaire. Alors forcément tu vas pas faire le même volume parce que tu as une notion de dénivelé, etc. Mais par contre les séances, tu fais du seuil, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même durée. De toute façon tu peux pas faire une séance de 3 heures au seuil, c'est pas possible. Encore que, à voir. Mais toutes les notions d'intensité, ça reste à peu près les mêmes intervalles, les mêmes durées. La course à pied, c'est assez simple si tu regardes sur le papier. Il y a des coachs qui vont vouloir complexifier pour X ou Y raison. Mais si tu regardes vraiment en termes de durée d'effort, alors peut-être que sur des Zegama, tu disais c'est 4 heures d'effort pour voire peut-être un peu plus, voire 5. Ce sera un peu différent d'une course de 2 heures Golden, où on va peut-être se rapprocher plus justement des types de séances qu'on pourrait retrouver aussi sur cross, piste et sur les coureurs de distance. Je ne fais pas de 1500, donc je ne peux pas te dire ça, mais 5000, 10 000, c'est quand même assez proche. Néanmoins, il y a quand même plus d'heures d'entraînement. C'est un peu, tu vois, c'est vrai que souvent, moi je parle avec des cyclistes, il y a souvent des cyclistes qui vont sur marathon et ils disent mais ils font 12, 11,
10, 11, 12 heures maximum d'entraînement par semaine, ils ont l'impression de ne pas s'entraîner. Ils disent mais c'est génial le marathon parce qu'on ne s'entraîne pas beaucoup. Et c'est vrai que sur trail, tu passes quand même plus de temps dehors. Et c'est vrai que passer 10 heures de sport quand même, c'est aussi la récupération, il y a toutes ces questions-là, la vie pro. Voilà. Est-ce que toi, ça a joué un peu de passer, d'augmenter un peu en termes d'heures, je parle bien, ça a joué ça? Ouais, en termes d'heures, alors c'est sûr, ta sortie longue, par exemple, un coureur à pied sur route va pas te faire une sortie de 4 heures, sinon il aurait 60 bornes peut-être à la fin de la sortie. Donc ça change, et peut-être un peu plus de vélo, de sport croisé, vu que c'est des sports un peu plus de force. Donc tu transfères peut-être un petit peu mieux sur du trail que sur de la route. Mais après, je viens du triathlon aussi, donc en termes de volume, c'est des choses que j'aime. Ouais. Et puis quand il fait beau, aller dehors, c'est un régal. Ouais, donc, c'est pas un souci pour toi. Non, après tu peux aller vite en surentraînement, il faut faire gaffe aussi à ça, mais c'est un truc je pense qu'on aime tous. Alors il y a une autre dimension, c'est la partie nutrition, parce qu'on les connaît les pistards, ils font attention à leur alimentation une semaine avant les compètes. La nutrition c'est un peu plus important aussi quand tu fais du trail, il y a tout ce qui est aussi digestif, les aliments, tout ça. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent aussi, cet angle-là, parce qu'on sait qu'elle est plus importante sur trail que sur piste, où tu fais n'importe quoi, mais c'est un peu moins un enjeu, quoi. Ouais, carrément. Une fois que tu passes un peu plus d'une heure de course, si tu manges pas un gel, au bout d'un moment tu vas tomber. Et tu parlais du marathon du Mont Blanc, moi ça m'a très mal passé à cause de ça, où j'ai eu mal au bide dès le début et je dois abandonner à cause de ça. Donc c'est vraiment un gros facteur, et plus tu vas sur du long, plus c'est important. Tu vois, sur l'UTMB, la plupart des abandons c'est problème de ventre. Donc franchement c'est un énorme facteur, et même d'un point de vue récupération, on le sait, il y a l'alimentation, le sommeil, c'est les deux gros facteurs. Donc franchement c'est quelque chose où je pense que c'est des trucs très simples encore une fois, mais que la plupart des gens vont chercher le petit complément machin. En fait, mange beaucoup à l'entraînement, fais gaffe à ce que tu manges à côté pour être sûr de ne pas être en dette énergétique, et sois sûr de tester tes gels avant de les prendre en course, quoi. Ça c'est intéressant. Là on voit aussi un vrai changement de mentalité par rapport aux générations précédentes, où là tu vois, Pierre nous dit il faut manger suffisamment, il faut bien s'alimenter. C'est vrai qu'il y a quand même un peu un changement d'onde où les gens ils ont pris conscience que finalement la calorie c'est aussi un facteur limitant de performance. Si tu ne prends pas assez de calories, c'est limitant. Toi aussi tu vois un peu les athlètes aujourd'hui sont vachement plus affûtés sur les connaissances, sur aussi il y a plus de podcasts, il y a plus de livres, il y a plus de savoir, où ils sont beaucoup plus en fait quasiment ils ont un niveau de connaissance qui est très très haut par rapport à avant. Ça change. Tu imagines que tu discutes plus avec eux de tout ça, quoi. Bien sûr, on discute beaucoup de ça, et tant mieux, parce que vraiment ça c'est un point qui, il y a quelques années, c'était la course à la maigreur, la course à l'affûtage maximum, etc. On mange le moins possible, et derrière je pense qu'il y avait des énormes impacts sur la santé, et je pense qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup plus conscience de ça, et ça c'est vraiment très très bien, autant sur la nutrition de tous les jours que sur la nutrition en course, où il y a eu des évolutions incroyables, et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, on va continuer dans ce sens-là pour préserver surtout la santé des athlètes dans le futur, parce que la vie d'un athlète elle se finit à 40 ans, peut-être un peu plus tard si se fait en cas d'athlète exceptionnel, mais après il y a peut-être encore facilement 40 ans de vie, et autant les passer dans la meilleure santé possible. Ouais, et puis sur route il y a encore 5-6 ans on a perdu des grandes championnes en course à pied, des filles qui ont eu des soucis de fracture de fatigue, fracture du bassin, et on a plein de talents comme ça qui sont passés un peu à côté de leur carrière à cause de blessures qui auraient pu être évitées avec une gestion nutritionnelle meilleure. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on arrive à corriger un petit peu tout ça. Alors Auria, toi tu es une grande compétitrice, on sait quand même, tu vois, tu nous parlais, je veux gagner Cerzinal, moi je t'ai vu aussi courir au Sprint Barcelone, on voit quand même, on détecte un petit peu justement ce goût de la compétition et de la performance. Est-ce que c'est quelque chose, la manière un peu compétitivité, est-ce que tu étais comme ça aussi à l'école, est-ce que tu es comme ça dans la vie de tous les jours, ou c'est vraiment quand tu es sur une ligne de départ et que tu as un dossard, tu es un peu une autre personne? Comment tu gères ça? Je pense que je l'ai toujours été, et avant je le gérais pas bien, mais je pense que c'est aussi parce que j'avais pas trouvé une manière de m'exprimer. J'avais tendance des fois à mettre de la rivalité, ou de la compétition avec certaines personnes, alors qu'il n'y en avait pas dans ma vie de tous les jours, pour des choses des fois c'est-à-dire, tu peux donner des exemples? Mais tout le temps celle qui va s'entraîner un peu plus, celle qui va essayer d'avoir les meilleures notes, celle qui va essayer de travailler encore aussi à côté de mes études. Bon, ça, beaucoup de gens le font, mais toujours plus que les autres. Par exemple, si je dois avoir un point de comparaison, je sais pas, ça pouvait être avec ma sœur, avec même mon petit frère. Puis c'était pas forcément voulu, volontaire. Et en fait, après, quand j'ai commencé à faire de la compétition et vraiment trouver un moyen de mettre toute mon énergie à cet endroit-là,
et surtout de pouvoir vraiment avoir ce côté rivalité qui vient et que j'arrive à m'exprimer, en fait, ça a disparu dans ma vie de tous les jours et j'ai amélioré toutes mes relations en fait avec. Donc c'est comme un échappatoire en fait, un exutoire. La compétition, ça te permet à côté d'être plus peace et être ça a été hyper bénéfique finalement. Ça a pas encore plus nourri ce sentiment-là, ça l'a permis de mieux le canaliser si je comprends bien. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'arrive pas justement à avoir ce sentiment, cette rivalité avec d'autres personnes. Puis même, il y a pas mal de gens qui me demandent, mais par exemple, quand tu étais sur les Golden, tu étais avec d'autres filles, est-ce qu'il y avait ce truc, tu te mets en rivalité avec ou pas? Et moi, je me suis rendu compte en fait que pas du tout. Et parce que la rivalité, elle est vraiment sur le moment, dans la course. Mais en dehors, moi en tout cas, je le ressens pas. Benjamin, qu'est-ce qui différencie justement? Est-ce que tu vois un peu des patterns, des traits communs chez les champions, chez les professionnels, chez l'élite, des façons de penser peut-être un petit peu différentes, une manière de percevoir le monde, de l'analyser un peu différente? Est-ce que voilà, tu as identifié 2-3 petits trucs où tu dis tiens, ça c'est quand même quelqu'un, on voit que c'est un champion quoi, ou ça peut être un champion? Moi, je pense que pour moi, la mentalité de champion est une des qualités principales du champion, c'est qu'il est toujours capable de se remettre en question. Ça, c'est une évidence. Et puis, il a toujours envie de faire mieux. Ça, c'est vraiment quand tu me poses la question, c'est les 2 premières choses qui me viennent en tête. Et je pense qu'effectivement, s'il y a un point commun à tous les gens de l'équipe et même un grand champion, pour moi, s'il a pas ces 2 qualités-là, il va forcément lui manquer quelque chose. C'est le petit quelque chose en plus qui va permettre d'aller le kilomètre plus loin, d'aller dépasser le collègue de devant, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il n'y a que le côté compétiteur qui peut t'apporter ça. Mais ça, c'est aussi un changement de mentalité parce que c'est vrai que toute cette nouvelle génération, ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'esprit de compétition, avec le côté aussi performance qui était un peu tabou il y a encore quelques années dans le trail, où c'est vrai que c'était une discipline qui était souvent très centrée sur elle-même. C'est moi, c'est ce que je ressens, c'est avant tout contre moi-même. Et il n'y avait pas cette dimension, tu vois, on va dire, où finalement pour donner le meilleur de toi-même, tu as besoin des autres. C'est-à-dire qu'un grand champion, c'est parce qu'il a aussi un grand adversaire. Et on l'a vu dans le foot. C'est pour ça qu'il y a on le voit sur les meetings d'athlétisme où les gens se prennent dans les bras. C'est sincère, c'est vraiment mais merci parce que finalement tu m'as permis de donner le meilleur de moi-même et tout. Mais c'est vrai que c'était pas forcément la culture sur le trail et on voit maintenant cette nouvelle génération, elle est beaucoup plus décomplexée avec ce côté. On est là pour donner le meilleur de soi-même et il y a aussi la compétition, c'est aussi important. Et c'est vrai que c'est un changement de culture aussi. C'est aussi affirmer sa propre personne et je pense qu'aujourd'hui on s'affirme beaucoup plus en tant que personne. On veut beaucoup moins rentrer dans des cases, être étiqueté je suis un tel et je pense que c'est la société qui veut ça et tant mieux parce qu'en fait moi je pense qu'au plus on est naturel, au plus on est nous-mêmes, au mieux c'est dans la mesure du raisonnable mais en tout cas je pense que oui, si tu as envie d'être un grand champion, si tu as envie d'être un grand athlète, et affirme-le et mets les choses en place pour que ça se passe quoi. Ouais, ça te parle ça Pierre, voilà, t'es à l'aise toi aussi avec cette dimension performance, même si ça passe aussi par soi, parce qu'évidemment au début tu peux pas te comparer aux autres. Au début moi aussi je veux être meilleur que moi-même, mais c'est souvent dans les domaines où je suis pas performant, tu vois, c'est toujours là où tu veux juste être meilleur que toi-même ou machin, c'est souvent dans les domaines où tu vas pas. Quand t'es très performant, c'est normal aussi de vouloir être le meilleur, être compétitif quoi. Toi c'est des trucs ça te parle aussi? Ouais, forcément, déjà quand t'es gamin, t'as fait une course, tout le monde veut finir premier, c'est tout à fait normal. Et oui, après c'est une histoire de gérer et de savoir dans le quotidien, comme Auréa disait, en fait, si t'es compétitif sur chaque footing, chaque séance, chaque truc que tu fais, t'arrives à la compétition, t'as plus rien dans la tête. Donc choisir ses moments et puis savoir aussi s'exprimer de sa propre façon. Tu peux être compétitif en voulant partir fort et derrière essayer de tenir l'allure, etc. Ou essayer de remonter, de choper chaque personne devant toi et de te dire allez, lui je vais la rattraper d'ici là. Donc je pense qu'il y a vraiment différentes façons de gérer ça et l'important c'est de trouver comment toi tu es à l'aise avec ton truc. Ouais, et puis on n'est jamais vraiment le meilleur partout. Il y a des fois où on va être meilleur sur une certaine typologie de course, d'autres, même on le voit dans des groupes d'entraînement. Si tu fais une séance sur piste, si tu la fais en extérieur, si tu la fais quand il fait chaud, si tu la fais quand il fait froid, t'as pas les mêmes résultats. Donc on n'est jamais vraiment, on est toujours le meilleur à un instant T sur un parcours donné, voilà, mais on n'est jamais le meilleur des meilleurs. Donc c'est aussi une forme d'humilité. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que la nuit commence à tomber et puis voilà, il y a quand même des moments qui un peu plus festifs qui nous attendent après l'émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux? Voilà, est-ce que il y a une course peut-être qui vous fait rêver? Est-ce qu'il y a un objectif un peu qui est important là sur le moyen terme? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierre? Ouais, de continuer comme ça, de pas se blesser, c'est le plus important, et de continuer à profiter. Là, on a une équipe qui est incroyable, donc que la Team Brooks fasse une belle saison sur les Golden.
Pour moi, j'ai pas une course en particulier parce que je suis pas encore au niveau de dire je veux gagner Sierzinal. Bien sûr, ça fait rêver, mais je sais qu'actuellement c'est pas réaliste. Mais ouais, une belle saison et puis une sélection au championnat du monde, ce serait un beau truc en trail. Une sélection. Alors une belle saison, pas de blessure et une petite sélection en équipe de France, ça ferait plaisir. Et toi, Auria, du coup, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un nouveau record sur 10 km Non, je pense avant tout de continuer à avoir voilà, comme je dis tout le temps et je me répète peut-être, mais c'est ce plaisir. Et puis la santé, les blessures, c'est le plus important. Et puis, comme l'a très bien dit Pierre, on a la chance d'avoir une super team. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai rejoint la Team Brooks, mais je suis super contente et tout le monde est super. Donc, à tout le monde aussi, voilà, une belle saison. Et puis, voilà, pour moi, ce sera un championnat d'Europe sur 10 ou semi et les Golden cet été. Ah, on a hâte de voir ça. Bon, alors, Benjamin, toi, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Est-ce qu'on va voir un peu aux avant-postes un peu plus d'athlètes Brooks? J'imagine que c'est l'objectif maintenant, que ce soit sur trail et même un petit peu sur route. C'est exactement l'objectif. Non, je souhaite à toute l'équipe une excellente saison, encore plus particulièrement à Pierre et Auria parce qu'ils sont en face de moi et à côté de moi. Mais voilà, non, je souhaite qu'on passe les mêmes moments et même des moments encore meilleurs que ce qu'on a pu passer jusqu'à maintenant, parce que à chaque fois, même si je suis sur le bord de la course, je vis des émotions incroyables quand il se passe des belles victoires, quand il se passe des grandes défaites aussi. Et voilà, je pense que j'ai vraiment envie de continuer à vivre ça et de manière tout aussi forte que les autres années. Écoutez, merci infiniment à tous les trois. C'est très rafraîchissant de pouvoir discuter avec vous, de voir un peu, vous manquez pas de talent. C'est impressionnant de voir votre polyvalence et le palette de compétences que vous avez. Ça force vraiment le respect. Donc vraiment bravo. Merci encore à Brooks de nous avoir accueillis en Espagne et d'avoir organisé cet échange. Alors, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.